Littéralement, Miluho signifie la somme de tous les malheurs. Et à ce sens, Miluho devient un symbole. Miluho, c'est l'homme chargé de tous les maux. Miluho, c'est l'homme au lendemain incertain. Miluho, c'est l'homme devant duquel le chemin est parsemé d'épines. Miluho, c'est l'homme qui n'est jamais au bout de ses peines. Bref, Miluho égale Sisyphe. Très cher Miluho, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir t'écrire enfin libre. En prison, j'ai reçu beaucoup de tes lettres par le biais de la Croix-Rouge internationale. Sans tes encouragements, je ne sais pas si j'aurais supporté tout ce qu'on nous faisait subir dans cet enfer. Dans mon dernier mot, je te disais qu'après mon arrestation, j'ai été transféré à Boutalé avec plusieurs autres. C'était le 25 octobre 1990. Il m'est difficile de te décrire ce que nous avons vécu à Boutalé. C'était pire qu'à Kigali. Tu te souviens que nous avons été embarqués à bord de 3 bus qui se sont arrêtés à la prison de Karubanda. À peine les bus arrêtés, un des militaires qui nous accompagnait lança « Bisirahi ». Le bus est en train de brûler. Ce mensonge fut un prétexte pour nous faire sortir des bus très brutalement. Certains furent projetés à travers les vitres, d'autres reçurent des coups très durs. Or, ce que nous ne savions pas, c'était que ceci était un complot. En effet, celui qui parvenait à sortir du bus tombait dans la main des militaires d'Obutare qui attendaient nombreux à proximité. Des coups de poing et de pied, des bastonnades, des coups de baïonnette, tout leur était permis pourvu que la victime soit un Ingotagné. Suite à toutes ces atrocités, beaucoup d'entre nous furent blessés grièvement, d'autres subirent des fractures des membres, il y eut même des chocs mentaux. Je me souviens par exemple d'un jeune homme à qui un des militaires posait des questions. À chaque réponse qu'il donnait, il recevait sur la tête un coup avec une grosse pierre que son militaire tenait dans la main. Finalement, il finit par perdre la tête et mourut 2 jours après. Je me demande comment j'ai pu moi-même échapper au coup de ce même militaire, car après avoir roué de coups ce jeune homme, il a remarqué que je tenais à peine sur mes jambes. Après s'être approché de moi, il dit à ses collègues que je devais être un Ingotagné capturé sur le champ de bataille. Puis il s'adressa à moi et me dit qu'il avait l'intention de m'achever. Il m'aurait achevé effectivement si un autre militaire n'était pas venu lui dire qu'il devait se rendre à un rendez-vous qu'ils avaient quelque part. Finalement, on nous obligea à former 4 lignes droites et puis à nous coucher sur le dos. Dans cette position, on nous enseigna ce qu'ils appelèrent l'hymne des Ingotagné. C'était une chanson à 3 strophes dont voici la première. Inkotanyi twarateye dusanga ingabo z'u Rwanda ziri maso ziraturimarima. Nous, Inkotanyi, nous avons attaqué, mais l'armée rwandaise, qui est toujours vigilante, nous a exterminés. Comme c'était un hymne, il fallait la meilleure position pour pouvoir la chanter. La meilleure position pour eux, c'était ouvrir grand les yeux et regarder dans le soleil. Les surveillants et les militaires qui étaient là devaient veiller à ce que cet ordre soit respecté. Celui qui ne se conformait pas à cette directive subissait les châtiments les plus terribles. Ce fut le cas, par exemple, d'un jeune garçon de 15 ans qui, à cause des rayons du soleil qui lui faisaient mal, ferma les yeux. Comme punition,
Chaque militaire qui était là devait se tenir debout sur son genou pendant 1 minute. À la fin, il ne pouvait plus se lever. D'ailleurs, sous la pression de la Croix-Rouge internationale, il fut hospitalisé et finalement nous apprîmes que les médecins avaient proposé de lui amputer la jambe. Avant de nous permettre d'entrer dans la prison, on nous distribua la vaisselle, la couverture et le savon. La vaisselle était encore plus usée que celle de Kigali. Elle était composée d'un gobelet et d'une assiette. La distribution se fut dans des conditions assez spéciales. Au lieu de nous les remettre à la main, le distributeur nous les lançait de loin et il fallait être un bon gardien de but pour les attraper. Sinon, on interprétait cette incapacité d'attraper ce qu'on vous lançait comme un refus de prendre ce que le ministère de la Justice vous offrait. Cela alors occasionnait des bastonnades de la part des surveillants et des militaires qui étaient là. Cette distribution terminée, on nous demanda de déposer tout l'argent que nous avions à la comptabilité de la prison. Je m'arrangeais pour y déposer 1000 francs, ceci dans le but de faire croire que j'entrais en prison les poches vides. Vers 18 heures, quand on nous donna l'ordre d'entrer, nous crûmes que ces brutalités dont nous faisions l'objet prenaient fin, mais nous ne tardâmes pas à nous rendre compte que les problèmes ne faisaient que commencer. En effet, à l'entrée de la prison, il y avait au moins 10 escaliers qu'il fallait monter avant d'entrer dans l'enceinte de la prison. Au dernier escalier s'étaient placés 2 militaires, l'un tenant un gros bâton à main, l'autre un fusil. Ils nous attendaient. Tout prisonnier qui passait devant eux recevait 2 coups, l'un en provenance du bâtoniste, l'autre de la crosse du fusil. Selon votre degré de rapidité, vous pouviez amortir le choc en courant. Quand ce fut mon tour, j'eus des difficultés énormes à gravir ces escaliers. C'est ainsi que, suite à ces 2 coups, je perdis l'équilibre et tombai au-delà de ce dernier escalier. Je crois que je serais resté couché là si mon ami R et ce jeune fonctionnaire au ministère du Plan qui venait de passer la même épreuve ne m'avaient relevé puis transporté jusque dans le bloc qui nous était destiné. Très cher Miluho, permets-moi de m'arrêter ici. Je te dirai la suite la prochaine fois. Ton ami Modatigna.